Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. 6 novembre 1982, 6 novembre 2019, 37 ans jour pour jour que Paul Biya accédait à la magistrature suprême au Cameroun. À l'occasion de cette commémoration, nous nous proposons ce soir, dans le cadre de cette émission 237 le débat, d'interroger le bilan de l'homme du renouveau. Parcourir les grandes réussites du président Biya en 90 minutes, d'émission étant un exercice quasi impossible, nous proposerons à nos invités de zoomer essentiellement ce soir sur les aspects politiques et diplomatiques. Et nos invités ce soir, bien évidemment, Dr Isaac Essamé, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes enseignant de sciences politiques et expert des questions de décentralisation et développement local. C'est cela. Marcia Zanga, bonsoir. Bonsoir Duval. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala et vous êtes internationaliste. Effectivement. Merci d'être venu sur ce plateau. Docteur Luisan Issomba, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox TV. J'espère que les panélistes et moi auront suffisamment d'arguments pour éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui en ce moment le regardent. Vous êtes enseignant, vous êtes chargé de cours au département de droit public de la faculté des sciences politiques et juridiques et politiques de l'Université de Douala. Oui, c'est bien ça. Et j'ouvre avec vous, docteur Issomba. En ce 6 novembre 2019, on commémore donc les 37 ans de l'accession à la magistrature suprême du président Biya. Une date historique, non? Une date véritablement historique parce que en 82, je crois que j'ai 5 ans. J'ai 5 ans quand le président Paul Biya accède au pouvoir. Ce jour à la maison, le père avait demandé à tout le monde de rester calme et silencieux parce que quelque chose d'historique se passait. Et ça permet justement de plonger dans l'histoire, M. Duval, pour indiquer que faire un bilan aujourd'hui sur un personnage ordinaire, mais qui a eu la chance extraordinaire d'assurer les destinées de l'État jusqu'à ce jour, s'engager à une telle, une telle réflexion, c'est rentrer dans tout un labyrinthe. Parce que l'accession du président Paul Biya au pouvoir n'est pas chose facile. Je dois vous avouer que tout part d'un retour de son voyage en Europe. Et quand il arrive, il estime qu'il n'a plus suffisamment l'étoffe et suffisamment de la matière, de la capacité en termes de santé. Et on aurait même pu parler d'un coup d'état médical. Il n'a plus suffisamment d'étoffe sur la santé, au niveau de sa santé pour pouvoir continuer à assurer le magistère suprême. Vous parlez du président Ahidjo. Du président Ahidjo. Et c'est par là qu'il réunit tout son état-major à la tête duquel le vice-président, parce qu'il avait fait élire et voter Paul Biya comme vice-président de l'UNC. Et parmi donc, les ténors qu'il reçoit, il y a Paul Biya, il y a Maïkano, il y a Sadou Daouda, ils sont aussi son nombre de 6, qui vont quand même l'amener qui vont lui dire justement de ne pas démissionner et vont lui dire on va t'accompagner monsieur le président et Ahidjo leur dit écoutez, vous n'allez pas permettre qu'en faisant un discours de manière solennelle je puisse chuter quelle en sera l'image de l'État. Voilà comment à 20h le 4 novembre il fait un message radio où il annonce sa démission. Et cette démission du 4 novembre est suivie quelques jours, 2 jours plus tard, par la prise du pouvoir par le défunt constitutionnel qui est justement Paul Biya. Parce que qu'est-ce qu'il a fait en 1975? Parce qu'en 1972, le poste de Premier ministre avait disparu. Il est revenu le 9 mai 1975, occupé par Paul Biya qui sortait justement de la présidence comme secrétaire général. Et en 1979, le 29 juin 1979, il fait une autre réforme constitutionnelle, là la plus importante, qui disposant à son article 7 qu'en cas de départ ou de démission volontaire du président de la République, c'est le Premier ministre qui assure l'intérim, c'est-à-dire achève le restant. Dans tous les cas, il avait bien aménagé le couloir pour le président Biya afin qu'il soit son successeur constitutionnel. Son successeur constitutionnel. Alors, mais pourquoi lui précisément? Il y avait beaucoup d'autres personnes qui aspiraient à cette fonction-là, qui auraient pu devenir successeur du président Ahidjo. Pourquoi lui, Duval? La question que vous posez est pertinente, tout simplement parce que même sa propre épouse, Germaine Ahidjo, s'était radicalement opposée à ce qu'il cède le pouvoir à Paul Biya. Elle lui avait proposé les Samuel Ebois, les Maïkano, les Sadou Daouda, et bien d'autres. Mais le président Ahidjo avait jeté le dévolu sur Paul Biya tout simplement par sa discrétion.
C'était un monsieur effacé et c'était un monsieur qui n'avait jamais opposé une pièce, qui n'avait jamais opposé une résistance en face d'Ahidjo. Et Ahidjo a estimé qu'il pourrait, même si il n'est plus président et qu'il laisse les rênes à Paul Biya, il pourrait gérer à travers lui. La preuve en est que quand Ahidjo a fait le départ, le voyage en Europe et qu'il est revenu, le président Paul Biya allait l'accueillir au bas de la passerelle en lui disant « J'accueille mon illustre prédécesseur ». Donc vous voyez que même dans la formation du gouvernement de 84, il a requis justement l'assentiment et l'approbation du président Ahidjo. Merci pour ce bref rappel historique, Dr Luzin Essoumba. Marcia Zanga, pour rentrer dans le bilan du renouveau, notamment sur les aspects politiques et diplomatiques, nous l'avons indiqué à l'entente de cette émission, puisqu'il serait prétentieux de faire un bilan exhaustif sur tous les aspects politiques, économiques, sociaux, culturels, tout ce qu'on peut imaginer. Nous avons proposé ce soir de nous limiter exclusivement au bilan politique et diplomatique en nous proposant de revenir dans des prochaines émissions sur les aspects économiques et sociaux, si on peut le dire ainsi. Mais j'imagine que ça doit être un exercice périlleux que d'envisager, d'évaluer le bilan politique, l'activité politique d'un homme d'État depuis 37 ans. Il faut peut-être qu'on se mette d'accord d'emblée, a priori, sur ce qu'on peut considérer comme les critères d'évaluation du bilan politique du chef d'État. Ça pourrait être quoi, ces critères-là? Effectivement, Duval, je suis d'accord avec vous qu'il est quasiment impossible, voire utopique, d'imaginer qu'en l'espace de cette émission, l'on puisse dresser un bilan aussi exhaustif que achevé de l'action politique de l'homme d'État qu'est le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je suis d'autant plus d'accord que vous avez, et bien évidemment la suggestion me semble parfaitement réaliste, choisi d'articuler le temps de cette discussion, de cet échange autour des aspects politiques et diplomatiques. Vous me posez la question de savoir quelles sont les clés d'analyse, quels sont les outils d'évaluation qu'on peut mobiliser. Je voudrais d'abord dire qu'il ne s'agira peut-être pas de faire ce bilan tout au fond, peut-être de dresser les grandes tendances de l'action politique de celui qui est connu aujourd'hui comme étant l'homme du renouveau, l'homme du 6 novembre. S'agissant justement de ces outils, on va dire effectivement qu'on peut évaluer l'action politique d'un homme d'État à partir des objectifs qu'il s'est fixés au moment où il accède à la magistrature suprême et des moyens, n'est-ce pas, auxquels il a eu à avoir recours pour poursuivre, pour atteindre ses objectifs. Il me semble donc, suivant ce prisme, qu'on peut effectivement retrouver ici comme objectif saillant au moment où le président de la République accède à la magistrature, n'est-ce pas, l'objectif de l'ouverture démocratique, n'est-ce pas, le développement économique du Cameroun, la rénovation, n'est-ce pas, des prestations sociales de l'État, mais aussi et surtout la paix, la cohésion nationale et la stabilité sociale. Voilà ce qui a été dans la doctrine politique du président de la République mise en avant dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire, les idées forces, n'est-ce pas, qui pouvaient guider l'analyste et l'observateur que nous sommes dans l'action de celui qui a inspiré tant d'espoir et qui continue d'ailleurs de le faire aujourd'hui, puisqu'il reste aujourd'hui le président de cet État qu'on appelle le Cameroun. Et de ce point de vue, les éléments donc qui pourraient rentrer, je veux dire, dans les grandes articulations de l'évaluation de ce bilan politique pourrait être par exemple la question de l'état de droit et des libertés publiques, puisqu'on parle de l'ouverture démocratique comme étant un élément saillant qui apparaît clairement dans son discours ou bien dans sa doctrine au moment où il prend les rênes de l'État. On pourrait également parler de la lutte contre la corruption, puisqu'il parle de rigueur et de moralisation dans les premiers jours même de son accession au pouvoir suprême. Et on pourrait peut-être, pourquoi pas, revenir dans le cours de cette émission sur d'autres aspects comme la question de la gouvernance électorale ou la question de la gouvernance des collectivités territoriales décentralisées, puisque là, encore, ça rentre, il me semble, dans le sillage de l'ouverture démocratique, puisqu'il s'agit de l'accession d'un plus grand nombre, de la participation d'un plus grand nombre de personnes à la gestion des affaires publiques. Est-ce que c'est votre avis, docteur Isaac Essamé? Si l'on
tient compte effectivement de l'ouvrage du président de la République en 1987 pour le libéralisme communautaire. Lorsqu'on parcourt précisément cet ouvrage, on rencontre tous ces éléments que vous avez indiqués avec l'emphase sur le rassemblement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'UNC va devenir RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc il y avait cette idée d'un homme qui vient rassembler son peuple. Et dans ce livre-là, à la fin, il y a l'appel, une sorte d'appel, c'est titré appel, c'est-à-dire qui demande à ceux qui sont partis, à ceux qui s'étaient exilés de revenir pour qu'on puisse consolider la nation. À côté de cela, vous avez l'activité politique qui s'annonce déjà. C'est-à-dire que il n'y a pas encore ouverture démocratique, mais il part avant 90, mais il en parle déjà. Il dit que ça va venir. Il dit que la décentralisation va venir et qu'il faudrait que les gens se préparent à affronter la concurrence, ce défi-là. On se rend bien compte qu'il s'agit là d'un ensemble d'objectifs qui s'étaient donnés. Maintenant, est-ce que cela s'est déroulé de cette manière-là? On peut dire oui et non. Si on ne veut pas dire oui et non, on dira que il y a des efforts qui ont été faits dans ce sens-là. La preuve, c'est que par la force des choses et par son action personnelle, on est arrivé au multipartisme en 1990. Et lorsque ses propres partisans n'étaient pas d'accord, cette ouverture, il leur avait dit préparez-vous à la concurrence. On s'est rendu compte qu'après 90, bien qu'il y ait déjà eu les élections internes locales en 87 au sein même du RDPC, on est arrivé aux élections qu'on a qualifiées de pluralistes dans tous les secteurs. Il y a eu une libéralisation de la vie politique en droit de ligne avec ce que vous avez appelé les libertés publiques, avec les lois de 1990. On a senti une sorte de dynamique dans la société qui a même poussé les uns et les autres à oser un certain nombre de choses. Parce que c'est sur la base de ces libertés-là qu'on a pu arriver au ville-monde, qu'on a pu arriver à un certain nombre de revendications. Alors, ça veut dire que vous êtes d'accord avec Martial Zanga sur ces éléments d'évaluation de la politique, on peut dire intérieure, du président Biya depuis 1982. Oui, ce sont des critères, des outils d'analyse. On va recueillir donc l'avis du docteur Lison Issomba sur le sujet. Moi, je pense que tout part dans le contenu de ce que le président a mis dans ce qu'il a appelé le renouveau, qui est structuré autour d'un triptyque: justice, liberté et démocratie. Je pense pour ma part que le président de la République avait déjà fixé le cap à partir de ce triptyque. Et vous allez convenir avec moi que ce triptyque s'accompagne justement des expressions fortes, telles que la rigueur et la moralisation. Parce qu'il faut le dire, le président de la République, Paul Biya, qui accède au pouvoir et qui a côtoyé de plus près son successeur, le président Ravidio, il s'est rendu compte qu'en réalité, les caisses de l'État prenaient un coup par des effets de détournement, d'où l'expression rigueur, parce qu'il a dit, quand il arrive, justement la rigueur va consister à sanctionner de manière forte toutes les actions de prévarication qui seront portées sur la fortune publique de l'État. La preuve, c'est qu'en 1983, il fait fermer des entrepôts au niveau du port qui officiaient de manière fictive ces entrepôts au niveau du port de Douala. Voilà le premier acte fort. Et les autres actes forts en 1983, c'est que le président de la République procède à, au recrutement de 1500 diplômés de l'enseignement supérieur. Et en cette époque-là, toujours en 1983, il renforce les bourses au profit des jeunes Camerounais qui pouvaient aller approfondir leurs connaissances de l'autre côté de l'Europe. Et aussi, sur le plan économique, il fait modifier le coût des investissements pour justement permettre l'accroissement économique des recettes de l'État. Donc voilà
Comment le président parle de ce triptyque-là, c'est-à-dire justice, liberté et démocratie, pour pouvoir structurer la pensée qui va gouverner l'État du Cameroun. Alors, je voudrais qu'on y aille point par point. Si on prend l'aspect institutionnel, par exemple, Oui. Dr. Lucien Somba, quel est le cap que le président de la République fixe lorsqu'il prend le pouvoir? Et aujourd'hui, en regardant cette trajectoire-là, est-ce qu'on peut être satisfait du point de vue de la construction de l'architecture institutionnelle, par exemple? Oui, si je peux m'appuyer sur les différents éléments du triptyque Oui. développé, c'est-à-dire justice, liberté et démocratie, Oui. on se rend compte que, je commence par la liberté, on se rend compte que sur le plan des libertés publiques, le président procède à la ratification des instruments juridiques internationaux, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et bien d'autres instruments. Sur le plan national, il met en place d'abord un comité national national des droits de l'homme et des libertés par un décret de 90, mais qui en 2004 passe par une loi, c'est-à-dire que désormais on passe par une commission nationale des droits de l'homme qui est mise en place par une loi. C'est-à-dire que ce qui fait que la commission a plus de pouvoir qu'un comité. Donc le président se situe là dans la logique de la confortation et de la consolidation de la protection des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'au niveau des libertés. Et sans exclure la mise en place des institutions judiciaires, parce que tout cela s'accompagne. Il n'y a pas justice sans liberté, parce que c'est la justice qui garantit la liberté. Il met donc en place des institutions judiciaires déjà qui existaient à l'avance, mais il renforce l'architecture judiciaire par la mise en place du tribunal criminel spécial, qui justement vient lutter contre toutes les prévarications portées sur la fortune publique de l'État. Donc vous voyez donc que sur le plan des libertés, le président de la République a mis en place un certain nombre d'institutions et il a parachevé cela avec la mise en place du Conseil constitutionnel qui joue un rôle important dans la protection des libertés politiques, des libertés civiles et politiques. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le plan des libertés. Maintenant sur le plan de la justice. Vous connaissez moi que le président de la République a multiplié les institutions judiciaires sur toute l'étendue du territoire. Je me rappelle que les audiences foraines étaient celles qui étaient les plus à la mode à l'époque, mais aujourd'hui qui tardent à disparaître parce que les institutions judiciaires sont créées à proximité des citoyens. Donc voilà un aspect important. Maintenant, l'autre aspect, c'est simplement qu'on peut regretter que sur le plan judiciaire, on se rend compte que l'accès à la justice devient compliqué et même cette justice aujourd'hui se trouve être décrédibilisée par des actes de corruption, par des actes justement de violation des procédures, un peu comme celle que nous avons vue. C'est-à-dire que sur l'affaire des marches pacifiques, on a vu comment est-ce que cela a produit un effet boomerang sur la question de savoir si le tribunal militaire était compétent pour juger les civils. Vous voyez, ça nous a entraîné dans presque des routes sibyllines. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur l'aspect de la justice. Maintenant, sur la démocratie, on va y arriver. Marcel Zanga, est-ce que le travail fait par le chef de l'État dans le sens de la construction ou de la consolidation de l'architecture institutionnelle, par exemple, est-ce que cela a apporté une plus-value aux citoyens camerounais dans le sens, par exemple, d'une meilleure justice, dans le sens, par exemple, de l'amélioration des libertés, de l'état des droits, et ainsi de suite? Alors, cela dépend suivant qu'on parle des institutions normes ou des institutions organes. Mais il faut déjà préalablement dire que relativement à l'action de son illustre prédécesseur, le président Amadou Ahidjo, l'action politique du président de la République peut être analysée sous le prisme de la continuité avec des ruptures. Cela revient à dire en réalité que l'illustre successeur qu'il était s'est donné pour consigne de poursuivre, et cette idée est hyper importante dans son action et dans la lecture, n'est-ce pas, de son action politique, de poursuivre l'œuvre de construction nationale débutée, n'est-ce pas, dans le temps par son illustre prédécesseur. Et à ce sujet, effectivement, sur le plan institutionnel, et si nous commençons par les institutions normes, c'est-à-dire la rénovation du cadre juridique camerounais, que ce soit déjà, et je ne m'y attarderai pas beaucoup, sur les différentes révisions constitutionnelles
qui ont eu cours à l'occasion, n'est-ce pas, de sa magistrature. Il faut bien évidemment souligner que c'est sous sa magistrature que le Cameroun s'est doté d'une loi constitutionnelle favorable, pour ne pas dire très favorable, aux libertés individuelles et aux droits fondamentaux. Je voudrais parler de la loi fondamentale du 18 janvier 1996, puisqu'elle est présentée, n'est-ce pas, cette loi comme étant en rupture du point de vue idéologique avec la constitution précédente, celle de 72. Il y a donc là quelque chose d'hyper important sur le plan, n'est-ce pas, constitutionnel, que le président de la République et le gouvernement dont il avait la charge se sont montrés favorables, n'est-ce pas, bien évidemment, avec le bouillon de revendications qui avait cours à cette période importante de l'histoire constitutionnelle du Cameroun, puisque nous sommes là dans l'entre-deux des années 90 et 2000. Cette loi constitutionnelle, disais-je, va rénover, et j'y reviendrai là-dessus, l'architecture institutionnelle. Pour ce qui est des institutions organes, on verra la parution de nouvelles institutions dont l'une des plus proéminentes est le Conseil constitutionnel, mais aussi les régions dont les élections sont annoncées. Une densification et une massification, n'est-ce pas, des différents lois cadres et autres types de règlements. Mais alors, si je reviens aux institutions organes, puisqu'il semble que c'est ce qui vous intéresse, il faut également dire aussi qu'il y a ici une idée de continuité faite de rupture. Si on prend par exemple les plus saillantes et les plus visibles dans la vie politique d'un État, et là je reviens sur une thématique que le docteur Essoma a abordée, l'institution judiciaire, la carte judiciaire du Cameroun, on peut le dire aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est déculpé. Il y a une réforme importante qui a permis à ce que les tribunaux administratifs leur siège au niveau, n'est-ce pas, du chef-lieu de région de chaque région, ce qui est une avancée importante. Vous me demanderez quel peut être l'impact dans le quotidien des citoyens. Et effectivement, c'est de rapprocher, n'est-ce pas, le service public de la justice des usagers, n'est-ce pas, et beaucoup plus, pour revenir sur la fibre sur laquelle j'étais, la fibre administrative. On sait que le contentieux administratif était géré de manière centralisée par la chambre administrative au niveau de la Cour suprême. Donc vous voyez là qu'il y a une décentralisation de la justice administrative, ce qui est une idée hyper importante. Maintenant, si on prend un autre secteur, les institutions administratives, ou si vous voulez, les services publics, pour faire simple, il y a effectivement, avec la réorganisation, n'est-ce pas, des circonscriptions, du moins de la carte administrative du Cameroun, déjà la disparition des districts et puis l'apparition, n'est-ce pas, de la région. Et il faut bien dire que les districts même ne disparaissent pas, mais se transforment en arrondissements, même si ce processus, n'est-ce pas, s'est fait progressivement. Et bien évidemment, en fond de toile, l'idée de rapprocher, de continuer de rapprocher, n'est-ce pas, les services publics, n'est-ce pas, des administrés qui participent de cette belle idée connue dans la théorie constitutionnelle, qui est celle de la déconcentration, n'est-ce pas, des autorités centrales. Si on prend, et je vais finir peut-être par là, une autre institution qui est hyper importante aussi, les institutions parlementaires, l'avènement, peut-être pas très longtemps, du Sénat, participe tout de même quand même d'une valeur ajoutée à cet organe parlementaire, ou du moins au travail parlementaire, lorsqu'on sait l'importance que peut avoir voilà, le jeu de la navette parlementaire, et surtout aussi lorsque les régions seront mises en place, comme cela est en train d'être le cas, n'est-ce pas, l'intérêt qu'auront les sénateurs de défendre, n'est-ce pas, les différentes circonscriptions, les différentes collectivités territoriales décentralisées que sont les régions. Cela, il me semble, est quelque chose de très important dans la démocratie participative. Je vais m'arrêter là et peut-être revenir si jamais vous m'en donnez l'occasion. Je voulais peut-être rapidement revenir sur 2 ou 3 aspects pour densifier davantage votre développement avant de passer la parole au docteur Issa. Puisqu'on parle là de la constitution, la consolidation de l'architecture institutionnelle, qui est le premier pan de l'évaluation du bilan politique du chef de l'État. Je prends 2 ou 3 exemples. Le premier exemple, c'est un rapport avec la question de la gouvernance
on va dire ça comment, de façon globale, la lutte contre la corruption, puisque le président de la République a fixé le cap en parlant, par exemple, de rigueur et moralisation. L'auteur Issoma insistait tout à l'heure sur la nécessité de lutter contre le détournement de fonds publics, qui, au départ, est présenté comme une situation extrêmement grave, qui peut mettre en péril le fonctionnement des institutions et la marche vers l'unité ou le développement de notre pays. Il y a eu, effectivement, la mise en place du tribunal criminel spécial. C'est un exemple. Il y a également la tentative de rapprocher les administrés de l'administration, avec notamment, vous avez parlé de cette loi de 96 qui institue entre autres la décentralisation, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est toujours dans la mise en place des institutions. On a parlé de la Constitution de 96, par exemple, la création de la Haute Cour de justice. C'est une institution qui jusqu'ici n'est pas encore opérationnelle. Est-ce que, en observant tous ces éléments-là, on n'est pas en droit de s'interroger sur l'efficacité de ces mesures prises et qui, effectivement, apparaissent dans cette Constitution de 96-là? Est-ce qu'au finish, toutes les institutions qui ont été mises en place ont fondamentalement aidé le citoyen camerounais à être, je dis, à être plus à l'aise, à être meilleur que ce qu'il était sous le régime Ahidjo? Alors, la réponse ne peut pas être tranchée dans la mesure où, effectivement, pour revenir très rapidement sur le cas de la Haute Cour de justice que vous évoquez, il me semble que la Constitution elle-même dispose clairement que les nouvelles institutions mises en place par la nouvelle loi constitutionnelle seront mises en place progressivement. Et il me semble que le constituant n'ayant pas mis, n'est-ce pas, une borne limitative en termes de délai, il appartient aux autorités d'application de la Constitution, n'est-ce pas, d'apprécier et effectivement de rester dans l'esprit de la Constitution. On en dira de même pour l'article 66 sur la déclaration des biens, entre autres. Effectivement, si on veut repartir les torts, on dira le tort est beaucoup plus du côté du constituant que du côté des autorités exécutives. Mais pour revenir à une thématique que vous avez abordée, celle de la corruption, oui, effectivement, la lutte contre la corruption aura été, il faudra le retenir comme ça, l'un des axes forts de la politique du chef de l'État, le président Paul Biya, tout au moins à partir de la décennie 2000. On sait que la fameuse opération judiciaire contre la corruption et les détournements des deniers publics, connue sous le tristement célèbre nom d'opération Épervier, commence en 2006. Et puis par la suite, on va voir, n'est-ce pas, une floraison, n'est-ce pas, d'institutions qui adressent la question de la corruption, essayant, n'est-ce pas, de nous extirper de la place prépondérante dans laquelle Amnesty International nous avait situé dans l'un de ses rapports restés tout aussi tristement célèbres. La CONAC va naître de ces initiatives, mais pas seulement elle, n'est-ce pas, le CONSUPE, l'ANIF, le Programme national de gouvernance, en fait une pluralité d'institutions qui essaient de juguler le phénomène de la corruption dont on sait, et il y a d'ailleurs toute une campagne gouvernementale qui a porté à le dire, que la corruption est un danger pour la nation. Maintenant, quel peut être l'impact de toutes ces politiques publiques en matière de corruption? Il faut dire, comme je le disais à l'entame de mon propos, que la réponse est mitigée. Certes, il faut le reconnaître avec vigueur, la lutte contre la corruption a permis d'obtenir un certain nombre de résultats. Aujourd'hui, tout le contentieux qui s'est déroulé devant les tribunaux de grandes instances, d'une part, et le tribunal criminel spécial, participe, n'est-ce pas, d'abord, peut-être de manière proéminente d'un aspect répressif, mais aussi dissuasif, n'est-ce pas, des actes de la corruption. Il y a là aussi une philosophie de la prévention par la dissuasion. Au-delà de cet aspect, il y a aujourd'hui, dans le cadre de la CONAC, un certain nombre de campagnes qui sont menées qui permettent, ça et là, de traquer les personnes qui prennent des libertés avec la fortune publique. Mais on peut, et je vais finir par là, on peut effectivement dire aussi que beaucoup reste à faire lorsqu'on connaît la fameuse question comment on dit ça, du fait du retour des fonds, du
fait de l'État de reprendre les fonds qui ont été soustraits. C'est l'un des tendons d'Achille de cette opération judiciaire. En tout cas, en l'état actuel, on n'a pas beaucoup de visibilité sur ce qui est rentré dans les caisses de l'État à l'issue de cette opération, et cela peut sembler préoccupant pour quiconque s'intéresse à la question. Docteur Issamé, est-ce qu'au finish, pendant ces 37 ans de règne du président Biya, si on reste sur l'aspect institutionnel, est-ce qu'on n'a pas davantage insisté ou bien assisté à ce que le professeur Claude Abbé appelle la gesticulation institutionnelle? On peut arriver à cette conclusion-là si effectivement on tient compte de la multiplicité des institutions qu'on a et que l'on ne se rende pas compte de l'impact réel sur la vie des populations. Et effectivement, en toute objectivité, quand vous parlez de bilan, il y a l'actif, il y a le passif. Du point de vue de l'actif, l'ensemble des institutions qui ont été égrenées ici indiquent bien que des efforts ont été faits et que des efforts sont encore en train d'être faits. Maintenant, au plan du passif, quand vous suivez les discours du président de la République lui-même, il vous dit à chaque fois, il veut savoir qu'est-ce qui nous manque. Parce qu'effectivement, il y a des institutions, mais on ne sent pas véritablement les choses bouger. D'où justement les plaintes qu'on peut avoir au plan politique, au plan social, au plan économique. C'est-à-dire que les choses sont faites, mais est-ce qu'il y a une satisfaction à la hauteur de ce qu'on attendrait? C'est cette absence de satisfaction totale qui invite effectivement le renouveau à doubler de dynamisme, à travailler davantage pour que les choses aillent de l'avant. Alors la première faiblesse a été quoi? La première faiblesse a été d'introduire progressivement. Et quand vous mettez progressivement en parlant de la mise en place des institutions, ça commence à poser un problème. Une institution majeure comme le Sénat est arrivée en 2012-2013, les premiers sénateurs, alors qu'on en parlait déjà en 96. Vous voyez le problème. Le Conseil constitutionnel aussi. Voilà. On attend les régions, collectivités territoriales décentralisées, alors que les régions, 6 conceptions administratives sont déjà là. Il y a 10 régions avec les 10 gouverneurs. On a 58 départements avec les préfets qui sont là, 360 arrondissements. Il y a aussi 360 communes, 14 communautés urbaines. Donc au plan de l'organisation administrative, institutionnelle, il y a quand même une ossature. Mais maintenant, on s'attend à ce que, effectivement, toutes ces structures qui sont mises en place puissent apporter des réponses aux préoccupations des populations au quotidien. Eh bien, ces structures-là reçoivent, dans le cadre du service public, soit de l'État, soit local des collectivités, des usagers. Il y a certainement des plaintes. Il y en a qui se plaignent de ce que tout ne va pas bien, surtout au niveau des collectivités. Au niveau des autres services de l'État, les plaintes sont relativisées parce qu'il y a satisfaction, mais on demande toujours d'améliorer. Et dans le cadre de la science administrative, on va bien vous expliquer que parfois il y a une distanciation entre ceux qui doivent exécuter ce service public-là et les usagers. D'où justement la question, vous avez évoqué tout à l'heure, de la corruption. Parce qu'il n'y a que corruption lorsque les gens ne veulent pas faire leur travail. Il y a corruption lorsque les gens ne méritent pas des choses, mais se battent pour les avoir. Sur cette question de la corruption, docteur Issamé, puisque c'est une question importante, préoccupante, qui apparaît dans les premières lignes du discours du chef de l'État et dans la doctrine qu'il impulse et qui est comme, on va dire, comment ça fait de route pendant les premières années de son règne, sur cette question de la corruption. Le fait d'avoir multiplié des institutions, Martial Zankara parlait tout à l'heure de la CONAC, de l'ANIF et toutes ces structures, le fait d'avoir créé d'autres institutions, là par exemple le tribunal criminel spécial, alors qu'en même temps, on a
par exemple, dans la loi fondamentale, une disposition comme l'article 66 sur la déclaration des biens qui n'est toujours pas entrée en vigueur. Est-ce que cela ne traduit pas, en quelque sorte, une sorte d'hésitation ou, je dis ça comment, de tergiversation au niveau des pouvoirs publics quant aux méthodes réelles qu'il faut envisager, des mécanismes qu'il faut mettre en place pour lutter efficacement contre cette corruption-là? C'est l'impression qu'on a, mais rien ne garantit que si on avait même déjà commencé à appliquer cet article 66-là, c'est qu'il n'y aurait pas corruption, puisque les autres institutions de lutte contre la corruption existent déjà et la corruption continue. Il me semble plutôt que la préoccupation de cet article 66 rentre dans ce que, quand les lois existent, il faut les appliquer, surtout quand il s'agit des dispositions fondamentales. Voyez. Donc on applique l'article 66 parce que c'est dans la Constitution. Si on ne veut pas l'appliquer, il serait mieux de l'enlever, de le dégager de la Constitution. Bon, ceux qui argumentent... Vous avez entendu les gens dire qu'au-delà même de cette disposition-là, il faudrait penser même à l'enrichissement illicite. Je veux dire que cela soit clairement pénalisé. C'est autant d'outils, mais je vous ai dit tout à l'heure... Que tout dépend de... Mettez les institutions qui existent déjà. Vous-même, vous avez vu que le président, au niveau de la force institutionnelle, il impulse. C'est-à-dire que les structures qui doivent aider au développement, au service public sont mises en place, quelques-unes avec un retard, souvent criard qu'on dénonce. Moi, je suis partisan de l'action rapide parce que l'absence du respect du timing logique et normal donne l'impression que les choses ne bougent pas. Ce n'est qu'une impression. Les choses bougent, mais puisque ce n'est pas fait à temps. Autrement dit, au moment où on atteint une institution, parce que l'institution est créée pour résoudre un problème, pour apporter satisfaction, et l'institution a la configuration, l'aspect qui lui permet de résoudre ces problèmes. Or, au moment où vous mettez l'institution avec le retard d'autres problèmes, ce sont déjà présentés. Voilà pourquoi on a l'impression que ces institutions-là ne sont pas fortes, ne remplissent pas véritablement les fonctions qu'on attend d'elles. Alors, de ce point de vue, Dr Issouba, on revient à cette question liée à la définition même de la politique. On dit faire la politique, c'est prévoir. Si on met en place des institutions dans un timing qui n'est pas respecté, au point où, au moment de faire fonctionner effectivement ces institutions-là, d'autres problèmes se sont multipliés, au point où on a le sentiment qu'elles sont devenues désuètes, cela veut dire peut-être qu'on n'a pas bien pensé la mise en place de ces institutions. Duval, je voudrais faire une démonstration à deux niveaux. C'est-à-dire que les situer autour de deux périodes, la période de 1982 à 1986 et de 86 à nos jours. C'est-à-dire qu'en fait, avec une césure en 2016, avec la crise du Nozo qui a pris des proportions inquiétantes. Et pourquoi c'est borno chronologique? Oui, je veux donc vous démontrer que chronologiquement, quand on prend de 1982 à 1986, on sent un président de la République qui est déterminé à apporter une mutation profonde dans la vie des citoyens camerounais. C'est-à-dire qu'on voit un président qui veut faire asseoir des idéaux qui poussent à l'épanouissement et au développement, au rayonnement de l'État du Cameroun. De ce 82 en 2006, je vous l'ai dit, il a pris des mesures fortes de lutte contre la corruption avec ses entrepôts au niveau des ports. Il a accordé des bourses aux Camerounais. Il a ramené les Camerounais qui étaient exilés, surtout les militants de l'UPC, qui étaient exilés de l'autre côté de la France. Il leur a dit, revenez au Cameroun, pour que quelqu'un exprime ses idées, il faudrait plus qu'il prenne le maquis. Donc le président, on a même surnommé à cette période la Biamania, c'est-à-dire pour démontrer à quel point un homme a pris des mesures exceptionnelles qui ont permis à l'État du Cameroun de se situer dans une bonne lancée. Et avec des concepts forts tels que rigueur et mondialisation, on s'est dit, ok, voilà, que avec cela, on est certain que certaines choses qui portent généralement atteinte au bon fonctionnement de l'État vont disparaître. Mais maintenant, suivez le regard. En 86,
de 86 jusqu'à 2019 aujourd'hui, c'est là que le bilan du président de la République pique du nez. Pique du nez, pourquoi? Parce qu'en 1986, je me rappelle de cette interview qui lui est faite à la CATV par le journaliste Eric Tindi, qui lui dit, Monsieur le Président, il y a déjà des détournements de fonds publics, il y a des prévarications, il y a des atteintes, il y a des actes attentatoires à la fortune publique. Et le président lui dit, Monsieur Eric Tindi, est-ce que vous avez les preuves? Et ensuite, il lui dit, il me suffit d'un coup de tête pour que vous disparaissiez. Donc, en réalité, à partir de 86, le président avait ouvert une vanne aux actes de corruption parce qu'il a cautionné en demandant des preuves, pourtant c'était réel. Et maintenant, vous avez vu que durant toute sa gouvernance, durant tout le mandat jusqu'à aujourd'hui, le président ne fait que lutter contre la corruption. Et c'est ce qui peut justifier aujourd'hui l'intensité ou la mise en place d'une floraison justement d'institutions qui s'entremêlent. C'est-à-dire que ça crée ce qu'on appelle en droit un conflit de compétences. C'est-à-dire que quand vous prenez, si j'avais su que je parlerais de ça, je vous apporterai les tests sur la CONAC, sur EPV, le tribunal criminel social, tout ça. Toutes ces institutions convergent d'abord vers la même lutte contre la corruption. Et aussi, on se rend compte que les compétences, comment dire, il y a un conflit de compétences entre elles, entre ces institutions. Voilà, un chevauchement de compétences. Ce qui ne peut déboucher qu'à une lutte, à une gesticulation institutionnelle, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Parce que, regardez, nous prenons, comparaison n'est pas raison, mais lorsqu'une comparaison s'appuie sur des éléments holistiques, ça permet quand même de créer une différence. Prenez le 17 avril 1961, le président Ahidjo avait déjà créé le tribunal criminel spécial. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux phénomènes qui portaient atteinte à la fortune. Il y avait d'abord les actes attentatoires sur la fortune publique et les chefs traditionnels recouvraient les impôts qui ne reversaient pas au trésor public. Le président Ahidjo a estimé que c'était trop grave. Il a mis en place le tribunal criminel spécial. Et quelle en était la sanction? C'était une peine à perpétuité avec travaux forcés. Vous voyez un peu. Maintenant, en 2012, le président de la République, Paul Biya, revient sur les mêmes traces que son illustre prédécesseur et met en place le tribunal criminel spécial. Et quelle en est la sanction? La sanction, c'est que si éventuellement vous remboursez, vous restituez le corps du délit, il est possible de vous accorder la liberté. Vous voyez donc que, monsieur Duval, dans les deux cas, je préfère en 2012 voler 50 milliards, je les mets dans une banque, je les fais fructifier. Le procès en cours, ça peut durer 6 ans. Et à la 7e année, je passe aux aveux complets. Je restitue le corps du délit. Et imaginez-vous, voleur-payeur. C'est-à-dire que je bénéficie là d'un argent illicitement reçu, puisque en réalité, j'ai contourné la loi. Donc, c'est pour dire quoi? En fait, c'est que, M. Duval, le président de la République a utilisé tous les moyens possibles. Parce que tout à l'heure, M. Zangamassa disait, comment évaluer un bilan? On peut partir sur les objectifs, on peut s'appuyer, s'arc-bouter sur les moyens. Or, on se rend compte que ce qui est, je dû considérer même comme une sorte de gouvernance, le socle de gouvernance du président, c'est que ça s'est appuyé sur la corruption. La preuve, observez bien aujourd'hui, le président de la République a mené tous les combats possibles, mais la corruption ne peut que prendre des proportions inquiétantes. Mais donc, peut-être que vous voulez dire clairement, docteur Issouma, je vais vous aider, qu'en réalité, le président ne lutte pas contre la corruption. Non, moi je pense que ce n'est pas une véritable lutte. Parce que, monsieur... Puisque vous reconnaissez implicitement que le président de la République, à travers l'interview qu'il a donné à Eric Tindi, a donné le sentiment effectivement qu'il ouvrait des vannes, ce sont les mots que vous avez utilisés. Et après, il y a une multiplication d'institutions qui, avec un chevauchement de structures qui finalement n'aident pas véritablement à lutter contre la corruption. Je dois vous avouer. Et vous semblez conclure que c'est cette corruption-là qui le système gouvernement. Je vous assure, si le président de la République a aujourd'hui un bilan qui peut se révéler globalement négatif ou insuffisamment satisfaisant, c'est simplement parce que la corruption a été l'élément qui a justement amené cette gouvernance à véritablement piquer du nez. Regardez ce que je vous dis. Le président de la République a fait preuve à un moment donné d'impunité et de laxisme. Parce que si le Camerounais a peur de la sanction, M. Duval, si le président frappait fermement le poing sur la table en sanctionnant véritablement, c'est-à-dire
en utilisant pas l'opération épervier à des circonstances atemporelles. C'est-à-dire que, il faut pas, si vous avez remarqué, à l'approche peut-être d'une élection, le président veut un peu redorer le blason, on lance l'opération épervier. Vous voyez, à l'approche de je ne sais pas trop quoi, on lance l'opération épervier. Donc, c'est un peu comme en tête chercheuse ou à un moment atemporel. Or, ça devait être une lutte permanente où, je vous assure, on dit généralement que la sagesse du citoyen commence à quand il voit le gendarme est le début de la sagesse. Voilà, le commencement de la sagesse. Voilà. Alors, donc, Martial Zanga, on ne va pas revenir sur cet aspect. Sur la corruption, je voudrais qu'on évolue sur un autre palier, notamment le palier des libertés publiques et de l'état de droit. Le président de la République, en prenant le pouvoir en 82, avait donné des indications dans ce sens-là. Vous avez rappelé qu'il a parlé de l'ouverture démocratique, et lorsqu'on parle d'ouverture démocratique, cela implique un certain nombre de valeurs, de comportements, d'attitudes, notamment la question du respect des libertés publiques, entre autres, et la consolidation de l'état de droit. Est-ce que vous avez le sentiment, en observant la trajectoire, en regardant dans le rétroviseur, que depuis l'accession du président Biya à la magistrature suprême jusqu'à aujourd'hui, la question de l'état de droit s'est, au fil des années, consolidée? Très bien. Avec votre permission, je vais revenir sur deux petits éléments sur la corruption pour dire que, en réalité, la lutte contre la corruption au Cameroun stagne d'abord en raison des facteurs qui ont justifié la mise en agenda de cette matière dans l'action politique du Cameroun. On sait bien que cette mise en agenda s'est faite sous l'influence d'acteurs hétérogènes, des organisations de la société civile, des organismes internationaux, et donc notamment les bailleurs de fonds, le FMI étant en première ligne. Donc c'était un peu sous pression que le Cameroun s'est jeté dans cette affaire. Autrement dit, le Cameroun y est allé sans trop y croire. Non, pas sans trop y croire, en y croyant sincèrement. Moi, je pense en y croyant sincèrement. Sauf que les mécanismes qui ont été mis en place avaient en eux-mêmes des modalités qui ne permettaient pas à ces mécanismes d'être efficaces, notamment leur trop forte dépendance du pouvoir exécutif. Puisque dans la plupart de ces mécanismes, que ce soit le Conseil de discipline budgétaire et financière qui est au Consupé, que ce soit les mécanismes de la CONAC, ceux du Programme national de gouvernance, tous ces mécanismes sont hyper travaillés par la dépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Et puis à côté aussi, la frilosité, n'est-ce pas, des magistrats qui étaient censés en réalité poursuivre ceux sur lesquels pesaient des soupçons légitimes, n'est-ce pas, de détournement de deniers publics. Donc, il me semble que cela peut expliquer que ces institutions n'aient pas produit, du moins, le fruit attendu, même s'il faut affirmer, et je tiens vraiment à le dire, qu'il y a quand même des choses qui ont été faites par ces institutions. Maintenant, vous venez sur la question des libertés publiques. Oui, c'est un gros dossier de la période du renouveau. La question peut être posée de savoir qu'en est-il des libertés publiques par rapport à l'ère du renouveau. Et de mon point de vue, de mon modeste point de vue, je dirais que l'ère du renouveau a permis, n'est-ce pas, l'émancipation des libertés publiques. Les libertés publiques ne se sont pas autant bien senties au Cameroun, en tout cas du point de vue historique, que à l'ère du renouveau. J'en veux pour preuve. Et même si on peut convoquer des facteurs externes à partir de 90, j'en veux pour preuve, n'est-ce pas, non seulement l'abolition de l'abrogation de la loi sur l'ordonnance sur la subversion, et puis à côté de ça, le fait qu'on n'est plus revenu, n'est-ce pas, à ce régime d'exception qui avait prévalu des décennies avant. Avec 90, effectivement, si on reste sur le terrain des libertés publiques, il y aura une libéralisation de la vie sociale, les lois sur la communication sociale. On va voir la création des organes de presse, des titres de journaux, n'est-ce pas, qui vont paraître, et il y a une véritable liberté de la parole dont l'exercice auquel nous sommes invités cet après-midi participe à rendre compte.
on peut, et peut-être qu'on n'a pas le temps de le faire ici, mais on peut dresser statistiquement le nombre d'organes de presse qui existaient avant et après et se rendre compte des avancées qu'il y a eu dans ce sens-là, si je ne prends que la communication sociale, mais je prendrai aussi les libertés de manifestation et de réunion qui sont aussi entre autres la pomme de discorde aujourd'hui du champ politique camerounais. Je voudrais d'ailleurs dire à ce sujet que l'une des choses essentielles qui m'arrive d'observer est que lorsque les libertés publiques ont été restreintes ou même interdites, les autorités compétentes qui ont procédé à ces restrictions, à ces interdictions, se sont toujours fondées sur la loi et ont toujours travaillé dans le cadre de la protection de l'intérêt général et de l'ordre public et la préservation de la majorité de la population. Il me semble qu'il y a dans cette idée quelque chose de fondamental. C'est de dire que ce qui est en débat aujourd'hui en termes de restriction de liberté publique est fondé sur la loi. Peut-être me direz-vous qu'il s'agit plus d'une interprétation de la loi que de sa simple application telle qu'elle est strictement libellée dans son esprit et dans sa règle. Là, c'est tout un autre débat. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même un réflexe pour les autorités administratives de se fonder sur la loi, et cela participe de cette belle notion que nous a léguée la théorie allemande, qui est celle de l'état de droit. C'est-à-dire aussi que nous avons eu des avancées en matière d'état de droit. L'état du Cameroun aujourd'hui est un état qui se soucie du droit qu'il a édicté lui-même, que ce soit dans les matières administratives ou en dehors de celles-là. Il y a une prise en compte de la législation existante dans l'action administrative. Il y a un contentieux administratif qui est riche et abondant dans les juridictions administratives, qui montre en réalité la vitalité, n'est-ce pas, de notre état de droit. Peut-être que vous me ferez le reproche de ne parler que des aspects positifs. Oui, bien évidemment qu'il y a des aspects négatifs que je préférerais mettre dans le sens de ce qu'il y a lieu d'améliorer, parce que moi je me situe dans ma perspective de lecture dans une progression. J'estime qu'il y a un processus de démocratisation, qu'il y a un processus de libéralisation, que ce processus est entamé, qu'il n'est pas encore achevé, qu'il reste donc à parfaire, qu'il y a des pans entiers, notamment dans les libertés publiques, en matière éventuellement, et si vous me permettez de finir par là, en matière éventuellement de la liberté de manifestation. Il faut quand même que notre démocratie prenne de l'âge en acceptant, n'est-ce pas, l'expression pluraliste, n'est-ce pas, dans l'espace public et sur toute l'étendue du territoire national. Il me semble qu'il y a là une idée importante et une idée préoccupante pour l'actualité politique actuelle. Il y a aussi la question du respect des droits fondamentaux dans les lieux d'incarcération, la fameuse question de la surpopulation carcérale, peut-être qui cache au fond une question de politique judiciaire. Dieu merci, la chancellerie a instruit récemment les parquets dans ce sens. On attend apprécier peut-être d'ici 2 ou 3 ans. Il y a enfin la question, n'est-ce pas, du respect des droits des populations minoritaires, des populations vulnérables, les femmes, les enfants, les handicapés, dans les espaces publics, qui sont des problématiques sur lesquelles il faut continuer, n'est-ce pas, à pousser pour qu'on atteigne un seuil acceptable, n'est-ce pas, qui participe des standards universellement recommandés. Votre analyse sur la question, docteur Issamé, parce que si on place le curseur sur l'élément qui a été développé tout à l'heure, évoqué tout à l'heure par Martial Zanga au début de l'émission, à savoir la question de l'ouverture démocratique, qui est un pilier important de l'axe de la doctrine du chef de l'État en 82. Lorsqu'on parle d'ouverture démocratique, cela sous-entend un certain nombre d'éléments. Bien évidemment, le respect du suffrage universel. Et là, ça renvoie aux élections libres et transparentes. On aura peut-être l'occasion de l'évoquer. Il y a la question, bien évidemment, des libertés publiques, de l'état de droit. Et Martial Zanga semble indiquer effectivement que sur ce terrain-là, il y a eu une nette évolution, mais qui reste un tout petit peu... il reste quand même un certain nombre de choses à améliorer. Là, tout à l'heure, par exemple, la politique carcérale...
la détention des personnes, les conditions de détention et beaucoup d'autres choses. De votre point de vue, si on veut évaluer cet aspect de façon précise, je veux dire notamment la question des libertés publiques, est-ce que vous avez le sentiment qu'au fil des années, on avance, ou plutôt qu'il y a eu une nette régression? Les deux étapes sont à prendre en considération. Pourquoi? Parce que lorsqu'on compare les deux régimes, le régime de l'ancien président, le régime du président actuel, on se rend compte que c'est dans le régime actuel qu'on parle véritablement de liberté. Et on a commencé à en parler beaucoup plus en 1990, même si, bien qu'étant dans le parti unique sous son règne de 82 à 89, il y avait quand même une sorte de pluralisme interne. C'est-à-dire à l'intérieur, il y avait les élections. Et 90 marque justement une véritable exécution ou un véritable exercice de liberté publique sur le terrain. Pourquoi? Il y a la communication, on peut se plaindre, même de l'État. Ça ne veut pas dire que pendant le régime du président Ahidjo, on ne pouvait pas attaquer l'État. On attaquait l'État, on pouvait même gagner les procès. Se rappelle de Baba Youssoufa, qui était dans l'administration, secrétaire d'administration, il attaquait souvent l'administration en justice et il gagnait les procès. Donc je reviendrai tout à l'heure sur la question de mentalité. Parce qu'on est beaucoup plus dans l'aspect institutionnel. C'est d'ailleurs pour cela que ça gêne. Parce que quand vous parlez des normes, la norme, c'est ce qui est indiqué, comme ça doit être. Mais ce n'est pas forcément ce qui est. On parle des institutions qui sont mises sur pied ou mises en place. Elles sont là, est-ce qu'elles remplissent véritablement la fonction? On attend d'elles qu'elles jouent véritablement leur rôle, même s'il y a certaines critiques qui peuvent suivre. Donc, au moment où, durant la période du renouveau, on a constaté qu'il y avait l'exercice des libertés publiques. On pouvait organiser les meetings, ça a été fait. Les partis de l'opposition, je tiens même à préciser que lorsque le MSC est créé, pour ne parler que du parti là, au début, il y avait l'organisation des meetings. Au départ, en 90, pour le SIF, ça a été difficile. Après, il y a eu ouverture. Mais aujourd'hui, les faits sont là. Il y a quand même une régression. Il y a une régression qui est fondée sur deux choses. La lecture même des textes. Vous savez, si vous prenez les lois sur les libertés au Cameroun, ces lois sont claires, ces lois ne sont pas ambiguës. Donc on en fait simplement une mauvaise interprétation en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Tenez par exemple pour les réunions publiques. Il n'y a aucune loi au Cameroun qui permet d'interdire une réunion publique, sauf si elle est faite sur la voie publique. Ça veut dire que le régime sur les réunions publiques, il n'y a pas l'hypothèse, c'est-à-dire même si le sous-préfet constate qu'il y a menace, la loi ne lui permet pas. Dans le principe, c'est la liberté. C'est cela. Et la mesure de police, l'exception. C'est comme ça. Il n'y a pas tout ce qu'on demande quand vous allez faire de votre déclaration de tenue de la réunion publique. Vous informez par là, vous avez votre récépissé. Vous organisez vous-même la police. La réunion, le sous-préfet envoie un représentant qui va lui rendre compte. Si assurer la police dans la salle vous dépasse, vous pouvez solliciter l'aide du représentant du sous-préfet ou des forces de l'ordre. Donc, il n'y a aucune loi qui interdit. Par contre, pour les manifestations publiques, là-bas c'est clair, vous déclarez, vous recevez votre récépissé. Si ce n'est pas le cas, on va vous dire, ça peut mal se passer, changer d'itinéraire. Si on estime que dans tous les cas, même ça peut poser des problèmes majeurs, eh bien là, on peut interdire. Mais est-ce que cette interdiction-là rentre fondamentalement dans l'exercice des libertés? On peut se questionner. Parce que c'est devenu un fourre-tout, cette histoire de menace à l'ordre public.
un boulevard qui est ouvert et on peut l'interpréter de manière extensive. Mais en démocratie, ce que l'on demande, c'est que dès lors qu'il y a l'encadrement juridique des libertés publiques, vous vous conformez à la loi de deux côtés. Et ceux qui sont chargés de vous contrôler et vous-même, si vous voyez des dérapages aujourd'hui, je l'ai dit ailleurs, regardez bien les thèmes ou l'objet des meetings de certains. Il y a souvent des provocations là-dedans. Vous voyez une association qui organise une réunion, je ne sais pas moi, aux manifestations sur l'alternance au pouvoir. Ça renvoie un peu à de la provocation. Il y a des partis politiques, par exemple, qui font la déclaration au départ. Je me souviens du SIF, qui, en solidarité avec ce qui se passait dans les régions du Nord, Ouest, Sud-Ouest, voulait quand même manifester. Donc, on a délivré le récépissé de déclaration. J'ai vu une banderole à Bonanjo disant « Enfin, la libération du Cameroun ». Vous voyez que c'est tendancieux en ce moment-là. Donc, si on évite la provocation et qu'au-delà de l'évitement de cette provocation, les sous-préfets abusent, eh bien, leur acte doit être attaqué. Et il est même légitime de demander aux uns aux autres que dans le cadre de la démocratie, ce n'est pas la guerre. Laissez-moi préciser une chose pour que l'on comprenne bien. À démocratie, on peut ne pas être du parti au pouvoir et s'entendre avec ceux qui composent le parti au pouvoir. On peut ne pas être de l'opposition et avoir des bons rapports tant que l'esprit démocratique est là. Or, la mentalité camerounaise pose un sérieux problème, tant au niveau de la gestion publique que au niveau, effectivement, de la gestion quotidienne des affaires. Quand on parle de la mentalité camerounaise, vous faites allusion à quoi, de façon précise? Les Camerounais se sont inscrits, si vous regardez même maintenant, dans la logique de la sauvagerie, de la barbarie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que compétition politique veut dire prendre les machettes, veut dire insulter les gens, veut dire entrer en conflit pour détruire l'autre. Non. C'est un manque de culture politique riade. Quand vous êtes en démocratie, ceux qui sont au pouvoir gèrent, parce que c'est la majorité, mais tiennent compte de la minorité. C'est comme ça que ça se passe. Et il est même des états ou des situations où, effectivement, on s'inspire des critiques. Pourquoi? Parce que justement, vous étiez étonné tout à l'heure qu'il y ait autant d'institutions, mais qu'il y ait la corruption toujours galopante. Mais c'est pour la simple raison que dans la tête des uns et des autres, c'est un laisser-aller, c'est, comment dirais-je, une logique d'affrontement permanent où plutôt on demande de construire. Non, vous critiquez le système en place dans le sens de lui montrer ses insuffisances. Vous ne critiquez pas le système en place dans le sens de le détruire. Et le système en place vous ramène à l'ordre, dans le sens de vous dire vous êtes en train d'aller en dehors des cadres de la loi, de la République. Mais le système en place ne vous réprime pas dans le sens de vous détruire. Donc il faut revenir à la culture politique dont parlait Gabriel Almond et Sidney Weber. Quand on atteindra ce niveau-là, vous allez vous rendre compte que vous pouvez être des partis politiques différents, vous dînez ensemble, vous allez même en compétition, on vous voit ensemble. Dans l'esprit des Camerounais aujourd'hui, si vous êtes d'un bord et que vous saluez un membre de l'autre bord, on vous qualifie de traître. Vous le savez, non? Donc on n'est pas encore dans cette culture politique qui pose problème, malheureusement. Cette culture politique devrait être le fondement d'une vraie démocratie pluraliste. Docteur Issomba, sur la question de l'exercice des libertés publiques depuis l'accession du président Biya à la magistrature suprême, le docteur Issamé indiquait tout à l'heure que si on compare le régime Haïdou et le régime Biya, il va de soi que depuis 90 en tout cas, les choses se sont nettement améliorées. Peut-être à la faveur du vent de l'Est qui a soufflé sur le continent avec ses implications du point de vue de l'ouverture démocratique et non des libertés publiques, mais que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu comme une sorte de net recul, peut-être qui serait lié au contexte.
Oui, je pense que les vents de libéralisation et de démocratisation qui ont pratiquement secoué l'Afrique et qui n'ont pas épargné le Cameroun ont permis quand même en 1990 de mettre en place un test que le professeur Kochi Komine avait qualifié de un test véritablement révolutionnaire sur les libertés publiques. Et vous vous rendez compte que à partir de 90 justement, nous avons vu la montée de l'émulation de la liberté d'expression. Vous voyez, la liberté d'expression, les gens s'exprimaient maintenant aisément. Vous savez qu'à l'époque, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire en public et tout de suite on vous arrêtait. Il y a eu la montée aujourd'hui de la liberté de la presse. Même si à un moment donné on peut estimer que parfois c'est une presse à gage. Il y a eu cette liberté d'opinion. Maintenant, ce qui peut sérieusement causer problème sur le terrain de la pratique, c'est la mise en œuvre des libertés fondamentales dites collectives, surtout les libertés de réunion et de manifestations publiques. Je prendrai les manifestations publiques. Tout à l'heure, les mécanismes ou bien les modalités d'application de cette manifestation sont structurés autour du régime préventif, qui voudrait que, avant de manifester, vous demandez quand même une autorisation de manifester, c'est-à-dire c'est un peu comme une information que vous portez à l'endroit. C'est une déclaration. Voilà, une déclaration de manifestation publique. Et maintenant, l'autorité administrative, qu'est-ce qu'elle fait? Plus précisément les sous-préfets, il peut donc vous autoriser, il peut procéder à une autorisation préalable de la manifestation en vous délivrant un récépissé de manifestation. Mais maintenant, lorsqu'elle a réussi à le faire, cette autorité, si elle se rend compte que la mise en œuvre de cette liberté peut être une menace à l'ordre public, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle procède à une interdiction. Et c'est justement à ce niveau que se situe toute la problématique. Oui. Sur la qualité, l'appréciation, les critères d'appréciation. Et à ce niveau-là, effectivement, les uns et les autres n'arrivent pas à se mettre d'accord. D'où donc une forte politisation de cette appréciation. Parce que d'abord, le concept d'ordre public est un concept fuyant. C'est-à-dire que difficilement maîtrisable et qui ne peut se ramifier qu'à une conception politique. Puisqu'à ce moment-là, l'autorité administrative vous dit « je protège l'intérêt supérieur de l'État, je protège les nécessités de l'ordre public, je préfère préférer 10 000 contre un ou contre plusieurs ». Et je vais vous indiquer que en parcourant, tout dernièrement, ça fait peut-être 2 jours, les lois de 90, surtout celles de l'article 8, sur la loi de 90-055 du 19 décembre 1990, je me suis rendu compte que cet article 8 alinéa 2 dispose très clairement que le sous-préfet interdit la manifestation publique par voie d'arrêté. Or, en lisant le décret présidentiel de 2008, en son article 4 alinéa 2, il est disposé que le sous-préfet exerce son pouvoir réglementaire par voie de décision. Et la décision ici est prise comme une catégorie d'actes administratifs et non comme une mesure administrative. Donc à partir de là, ça veut donc dire que en l'état actuel de la législation, il y a comme un paradoxe. C'est-à-dire, si l'autorité administrative interdit une manifestation publique par décision, il aura violé la loi de 1990. S'il interdit par arrêté, il porte atteinte au décret de 2008. Vous voyez donc aujourd'hui la dichotomie dans laquelle se trouvent aujourd'hui les autorités administratives, ce qui peut encore permettre de comprendre les difficultés de mise en œuvre des libertés fondamentales dans notre pays. Et regardez aujourd'hui, on a maintenu une législation comme la loi sur le terrorisme, où il y a une condamnation à mort. Mais Duval, vraiment, aujourd'hui, l'être humain n'est pas interchangeable. L'être humain n'est pas une monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pourquoi on dit souvent, dès qu'un être humain meurt, c'est toute la planète Terre qui pleure. Parce que l'être humain reste un élément de dignité, un élément de sacralité, si vous me permettez cette expression. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des libertés publiques et même de l'effet de la démocratisation au Cameroun, on a l'impression, là j'emprunte les expressions de Bertrand Badier, qui dit qu'on a l'impression que tout bouge, mais rien ne change. Alors, docteur Issamin, rapidement, avant de terminer sur le plan diplomatique, il y a un aspect aussi, lorsqu'on parle bien évidemment de l'ouverture démocratique, des libertés publiques, il y a la nécessité de rapprocher les administrés de l'administration. Et pour résoudre ce problème-là, on a institué dans la Constitution de 1996 la question de la décentralisation, question de donner un peu plus de pouvoir aux populations locales dans le sens d'une gestion beaucoup plus autonome et de prendre en compte leurs propres difficultés et d'y apporter des solutions sans plus attendre forcément tout de l'État central.
C'est une disposition de 96 qui est une émanation, on va le dire, des échanges qui ont eu lieu au début des années 90, conséquence bien évidemment de ce vent de l'Est et puis de l'ouverture démocratique. Aujourd'hui, avec le recul, lorsqu'on observe dans le rétroviseur, est-ce qu'on a vraiment évolué dans le sens de cette décentralisation? Disons que si l'on considère 82 à aujourd'hui, il y a eu une évolution, mais qui porte essentiellement sur la décentralisation que j'appelle institutionnelle. C'est-à-dire qu'on a mis plusieurs institutions dédiées à la décentralisation. Les institutions majeures qu'on attend sont justement les régions, collectivités territoriales décentralisées qui sont fondamentalement en retard. Mais du point de vue de la décentralisation factuelle, qui voudrait que, effectivement, les autorités des collectivités reçoivent les compétences qui sont dévolues par la loi. Parce qu'il y a une inquiétude à ce niveau. C'est le législateur qui a transféré les compétences. Il y en a qui attendent encore le transfert jusqu'à aujourd'hui, alors que ça a été fait. Ce sont les lois de 2004 qui transfèrent les compétences, ça a été fait. Mais les modalités d'exercice en termes de mise en œuvre, décret du Premier ministre, les arrêtés des ministres concernés. Pour les régions, même les compétences ont été transférées, il faut le savoir. C'est-à-dire que les régions, quand on va les mettre en place, elles vont trouver que les compétences ont déjà été transférées au président de la région, au conseil régional. Donc maintenant, on va aller sur les modalités. Donc sur le terrain, on observe que les choses n'avancent pas beaucoup. Parce qu'il y a l'ignorance et il y a la mauvaise foi. L'ignorance parce que beaucoup ne comprennent rien des textes qui existent, ne lisent même pas, n'ont pas le contenu. Vous avez vu que le grand dialogue a permis à certains de découvrir l'article 62, qui est pourtant là depuis 96. C'est-à-dire que une simple illustration. Donc maintenant, la mauvaise foi, pourquoi? Parce qu'il y a certains acteurs qui utilisent les compétences, qui utilisent même des ressources parfois à des fins personnelles. Je vous invite à lire l'ouvrage de Jacques Couette, qui parle des élections locales au Cameroun. C'est un ouvrage qui date de 2002. Il distingue des maires qui sont vraiment dévoués au développement de leur commune et que la grande majorité a transformé simplement les communes en une épicerie. Et quand vous voyez ça, vous pouvez comprendre que... Mais je me suis demandé un jour, est-ce que le président de la République, ça c'est pas extrapolation, ne pouvait pas convoquer tous les maires du Cameroun et les délégués du gouvernement, leur parler directement et de manière ferme sur la manière dont ils gèrent les collectivités territoriales décentralisées et régler définitivement cette question de la modalité de transfert des compétences. Il faut qu'on sache comment les compétences sont transférées. Il faut qu'on sache quelles sont les ressources qui doivent accompagner ces compétences-là. Et surtout, le président lui-même a avoué lors de son dernier discours que les régions devaient parachever la mise en place de la décentralisation. Mais j'ai dit encore plan institutionnel. Le problème factuel va rester celui qui la transformation quotidienne de la vie des individus. Et c'est justement ça, la question que je vais poser de façon pratique, d'accord? Puisqu'on parle du bilan du renouveau, et on est sur un aspect précis, l'aspect politique, avec la déclinaison sur la décentralisation. Nous n'y sommes pas encore. Sur cette question-là, certains se risquent parfois à faire des comparaisons sur le régime Ahidjo et puis la décentralisation avec le régime Biya aujourd'hui. Certains se souviennent que sur le régime Ahidjo, avec les maires, il y avait la possibilité dans les localités, il parlait par exemple des bornes fontaines dans les quartiers qui permettaient aux populations de se ravitailler en eau. On parlait des services d'hygiène qui se déployaient dans les quartiers et qui veillaient, qui faisaient une sorte de police au niveau de l'hygiène de la salubrité. Sur le fondement de la loi de 74. Alors, ce qui amenait certains, justement, à regretter un tout petit peu cette période-là. Est-ce que lorsqu'on regarde le déploiement des maires à cette période-là, à cette époque-là, et la décentralisation aujourd'hui,
est-ce qu'on peut se risquer de dire qu'il valait mieux qu'on reste sous ce régime de centralisation avec une sorte de déconcentration avec les autorités déconcentrées, peut-être nettement mieux que cette décentralisation qui bat de l'aile aujourd'hui? Ce n'est pas sûr, parce que si vous regardez du point de vue des agglomérations, il n'y avait pas encore de grandes agglomérations. Et puis la population n'était pas aussi importante. Aujourd'hui, elle est galopante. Donc forcément, les choses ont changé. On n'a plus à faire la même situation. Mais parlons de la situation présente. Comme je vous ai dit, le président Ahidjo surveillait. Et il pouvait frapper dur, on le savait. Donc voilà pourquoi je demandais au président d'intervenir directement. C'est vrai qu'il a délégué ses pouvoirs, par exemple, au Premier ministre et au ministre de la décentralisation et du développement local. Mais il faudrait qu'il prenne cette affaire comme une priorité et parle de manière ferme. Moi, je l'ai souvent dit, en 6 mois seulement, si le président est d'accord, de manière effective, on transforme la vie des citoyens au quotidien, on va se rendre compte qu'en réalité, les moyens étaient là. Il y avait certainement un besoin d'en rajouter, mais avec ce que nous avions déjà, on aurait pu faire cela. Je ne sais pas si ce sont les 6 mois-là qui font peur. On s'est dit depuis longtemps, là, ça n'a pas bougé sur le terrain. Comment en 6 mois? J'ai dit c'est faisable. Parce que vous-même vous dites qu'il y a la mauvaise foi de la part des dirigeants et puis la mauvaise connaissance des textes. C'est ce que j'ai dit. Et alors, donc en 6 mois, on peut régler cela. Alors, Marcel Zanga, sortons de cette émission par l'aspect de la diplomatie, la politique extérieure du Cameroun. Depuis entre 82 et 1900 et 2019 aujourd'hui, est-ce qu'en 37 ans, vous avez le sentiment que le Cameroun a amélioré son image de marque? Les gens ont l'habitude de dire que sous le président Ahidjo, le Cameroun était un pays respecté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire la même chose? Je commencerai par répondre à cette question. Oui, on peut dire la même chose aujourd'hui. Le Cameroun est un pays respecté et très écouté dans les forats internationaux et dans les instances multilatérales. S'agissant de la politique étrangère du Cameroun sous l'ère du renouveau, si je puis me permettre l'expression, il faut bien dire que son Excellence le président Paul Biya a rénové la doctrine extérieure de l'État en y introduisant des principes nouveaux, au-delà des principes d'indépendance, de coexistence, de coopération sans exclusive et de non-alignement qu'avait bien mis en place son prédécesseur. Le président de la République va introduire les principes de revendication d'un nouvel ordre économique, culturel et politique mondial, le principe de la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel le Cameroun aujourd'hui est un pays très attaché, en tout cas du point de vue international, principe de la promotion des normes environnementales, n'est-ce pas, principe de la promotion du régionalisme africain en toute fraternité et solidarité, c'est-à-dire aux antipodes, n'est-ce pas, des hégémonies et de la domination, principe, n'est-ce pas, de présence et de participation aux affaires internationales. Eh bien, de ce point de vue, il y a également, à côté de ces rénovations des principes de la doctrine extérieure, il y a un élargissement du cercle de relations du Cameroun, que ce soit dans le cadre de la coopération bilatérale, il y a une réelle densification de la carte diplomatique du Cameroun. On parle d'une quarantaine de consulats aujourd'hui du Cameroun. Voilà, que ce soit sur le continent africain ou avec les partenaires occidentaux et asiatiques. Il y a aussi, à côté de cette densification, n'est-ce pas, du point de vue multilatéral, au sein des instances multilatérales, n'est-ce pas, une véritable diplomatie de développement, tout le grand chapitre, n'est-ce pas, de l'atteinte du point d'achèvement avec les retombées qui peuvent se laisser lire sous ce prisme-là. Donc cette diplomatie du développement qui permet aujourd'hui d'observer à côté des chanceliers, du moins des ambassades classiques, n'est-ce pas, un certain nombre d'organisations internationales qui ont leur siège, qui à Yaoundé, qui dans certaines villes du Cameroun, ou du moins des représentations qui participent en réalité aussi, n'est-ce pas, de cette dynamisme, n'est-ce pas, de notre diplomatie. Il y a, disais-je, à côté de cette diplomatie de développement, une diplomatie de la paix
dont on ne peut ne pas évoquer l'un des axes importants, c'est effectivement la rétrocession au Cameroun de la péninsule de Bakassi et la démarcation, n'est-ce pas, de la frontière entre cet État et son voisin le Nigeria, frontière terrestre maritime, n'est-ce pas, dans le cadre de l'arrêt du 10 octobre 2002 et plus précisément de la commission mixte Cameroun-Nigeria qui aujourd'hui a fini, n'est-ce pas, la posée des bornes, n'est-ce pas, sur le tracé frontalier qui est une question hyper importante quand on sait que le président de la République est le garant de l'intégrité territoriale. Donc, et on pourrait aussi évoquer le placement, n'est-ce pas, des nationaux camerounais dans les instances internationales, même si de ce point de vue, il y a beaucoup de travail encore à faire parce qu'il faut une véritable diplomatie ou une véritable politique, si vous voulez, de placement des nationaux camerounais dans les organes de décision des organisations internationales. Mais on peut dire, n'est-ce pas, que cela est le cas actuellement. Il y a enfin, et je vais peut-être terminer par là, du point de vue diplomatique, par rapport à la relation de l'État du Cameroun avec ses nationaux à l'étranger, des améliorations, la fameuse question de la participation de la diaspora camerounaise aux élections, qui est une grande avancée, il faut le souligner comme cela, l'annulation, l'interdiction, si vous voulez, l'abrogation de l'exigence d'un visa de sortie qui était de mise, n'est-ce pas, avant 90 et qui aujourd'hui a disparu et qui permettent une meilleure liberté de mouvement des Camerounais de l'intérieur vers l'étranger. Il y a enfin, n'est-ce pas, et peut-être aussi pour le regretter, n'est-ce pas, que la conférence des ambassadeurs ne se soit pas réunie depuis belle lurette, je ne dirais pas le nombre d'années ici. Ce pourrait être mis dans les passifs de cette action diplomatique, et puis aussi peut-être ce recul quant à la présence au sommet du chef de l'État à un certain nombre d'instances régionales et sous-régionales, présence qui nous a valu parfois de perdre un certain nombre de postes dans les représentations régionales, tout au moins continentales. Docteur Issomba, lorsqu'on écoute le Martial Zanga, le sentiment qu'on a effectivement, c'est que le Cameroun reste, je dis, continue de garder une image forte, positive à l'international, en restant en droit de ligne. Il y a des principes de cette diplomatie, une diplomatie rayonnante, une diplomatie discrète, mais efficace. Mais il y a eu quand même ces jours-ci un certain nombre d'éléments qui ont amené à s'interroger sur l'image du Cameroun à l'extérieur. On se souvient encore de ces manifestations de la Basse à Genève en Suisse qui ont porté un coup sur l'image du Cameroun, et plus récemment encore cette sortie de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, qui a annoncé son intention de sortir le Cameroun de l'AGOA. On ne peut pas passer ça par perte et profit, non? Je pense que M. Zangala dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a relevé tous les meilleurs bons points, comme il aimait s'intéresser à ce qui est bien. Alors je pense pour ma part que, compte tenu de la position géostratégique du Cameroun sur le golfe de Guinée, le Cameroun est un acteur majeur du droit international. Ça fait de sorte qu'on voit dans la ratification même des instruments juridiques internationaux, on voit comment est-ce que le président de la République reçoit au moins par semaine un ambassadeur d'un État ou accrédite un ambassadeur d'un État. C'est-à-dire que l'activité diplomatique est plus intense que l'activité interne. C'est-à-dire que le président fait plus de diplomatie qu'il ne convoque, par exemple, des conseils ministériels. Bon, c'est vrai que ça fait partie du domaine de souveraineté. Oui, non, c'est toujours pour parler d'affaires, pour relever le côté intensif de la diplomatie. Vous avez vu, le Cameroun est chaque fois invité, et Martial Zangala l'a dit avec pertinence, au sommet des instances les plus élevées que nous connaissons, aux Nations Unies, ainsi de suite. Le président de la République a toujours eu l'occasion de prendre la parole. Je crois la dernière fois, il a fait une sortie qui est restée légendaire, celle où il a dit « Nous restons les mendiants de la paix ». Et on voit là un président qui est attaché aux idéaux de paix, aux idéaux de progressivité, aux idéaux de rayonnement. Donc moi, je pense pour ma part que l'activité diplomatique que mène aujourd'hui le président de la République est suffisamment importante, mais un certain nombre de faits, tels que par exemple sa longévité au pouvoir, tels que
les manifestations de liberté publique qui prennent un coup. Je crois que c'est vrai, sur le plan diplomatique, il y a cette image qui est grande, mais qui demeure écornée aujourd'hui au regard du fait que nous en restons sur le terrain. Alors, on parlait de ces manifestations de la brigade anti-sardinat à Genève, en Suisse, à l'occasion d'une visite d'un séjour du chef de l'État en territoire helvétique. On évoquait également, il y a quelques temps maintenant, cette sortie de Donald Trump en rapport avec les rapports entre le Cameroun et la Goa. Mais il y a aussi récemment les sorties de l'Union européenne et d'un certain nombre d'institutions ou d'organisations internationales qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec la manière dont le Cameroun gérait un certain nombre de questions internes, notamment la question de la crise anglophone, ce qui a amené un certain nombre de personnes à Yaoundé à observer qu'il s'agissait d'ingérence. Quel est votre avis sur cette question, docteur Issamé, en de sortie de l'émission? Est-ce que l'image du Cameroun aujourd'hui est nettement meilleure que celle que le président Biya a trouvé en arrivant au pouvoir en 1982? Disons que lorsqu'il prend le pouvoir, la diplomatie est déjà avancée et lui-même la fera avancer davantage. Et il en était ainsi jusqu'à un certain niveau. Mais il faut dire que depuis que le code, parce qu'avant la brigade anti-sardinat, je pense même qu'il y a eu une conversion, il y avait les éléments du code qui ternissaient souvent l'image du Cameroun à l'étranger en exprimant un peu leur mécontentement sur ce qu'ils appelaient gestion difficile au Cameroun ou malgouvernance. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres Camerounais qui, par leurs actions, essayent de ternir ces images. C'est vrai, ils veulent attirer l'attention, mais finissent par ternir l'image. Mais au fond, globalement, je pense que l'image du Cameroun est quand même restée considérablement attachante, oui, aux uns aux autres. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous n'êtes pas diplomatiquement recevable, on ne vous accepte pas un peu partout. Or, aujourd'hui, on a une diplomatie diversifiée. Et je pense qu'à la fin, cette diversification devrait plutôt nous aider à développer davantage les ouvertures démocratiques, l'aide au développement, la coopération, de consolider nos relations. Les autres Camerounais qui sont fâchés, on peut toujours les ramener tranquillement à participer à la vie nationale, même étant à l'étranger. D'où la nécessité d'accorder une attention particulière aux suggestions qui ont été faites pendant le grand dialogue national. Tout à fait. Notamment dans la commission de la diaspora, où on a évoqué un certain nombre de possibilité de faire participer davantage les Camerounais de la diaspora aux affaires de la nation, la notamment la question de la permet nationalité, de limiter des frustrations et bien d'autres choses. la question de la double nationalité ou encore ces ministères ou ces institutions qui devraient permettre, servir de plateforme ou d'interface entre la diaspora camerounaise et les institutions dans le sens de la prise en compte de leur participation, de leur suggestion à l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Mais si on va s'arrêter là pour ce mercredi, infiniment merci d'être venu, docteur Isaac Essamé. Je rappelle que vous êtes enseignant de sciences politiques. Merci infiniment d'être venu. À vous, Martial Zanga. Vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes internationaliste, vous vous intéressez beaucoup aux questions liées à l'actualité internationale. Infiniment merci d'être venu. Docteur Louison Essomba, merci d'avoir échangé avec nous ce mercredi soir dans le cadre de cette émission. Vous êtes chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala, notamment au département de droit public. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Merci à toute l'équipe technique autour de Mitrandam, Dallas Chana, Eric Ouattat ou encore Carlos Minoué. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette livraison. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition 237 débats. Bonsoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
côté des gens. Attentat politique. Genève. Victime d'un empoisonnement au thallium, le leader de l'opposition camerounaise Félix Moumié a été transféré à l'hôpital. Oppositionsführer Félix Moumié. Félix Moumié est président du parti camerounais clandestin UPC. Le président de l'UPC, Félix Moumié, se trouve entre la vie et la mort. La femme du leader camerounais, Marthe Ekemeyong, est attendue aujourd'hui à Genève. Elle arrive de Conakry, en Guinée, où elle vit en exil. 45 ans après les faits, Marthe Ekemeyong est de retour à Genève. Elle veut revoir la ville où son mari Félix Moumié a été assassiné. Troublée, elle repense à ce jour fatal du 3 novembre 1960. Elle s'attendait au pire en arrivant à l'hôpital cantonal. Elle avait peur, car de nombreux compagnons de route de Moumié avaient déjà été assassinés. Hôpital cantonal de Genève. Rien n'est comme avant. Malgré tout, Marthe essaie de retrouver le service et la chambre où son mari est mort il y a 45 ans. Ici, ça ressemble à la salle d'attente, parce que nous étions assises là. Ça me réveille de mauvais souvenirs, parce que je sais, quand je suis entrée ici, et quand on m'a présenté mon mari, j'ai vu que c'est un corps, c'est un cadavre. Marthe attend le docteur Daniel Pometta, l'un des 4 médecins qui avaient tenté de soigner Moumié en 1960. Vous avez téléphoné, je crois, 2 fois. Je me rappelle que, en raccrochant, je me suis dit, mais Madame Moumié a l'impression qu'on lui cache quelque chose. Quand je suis arrivée, il était là, couché, des yeux fermés, les bras croisés, tout. C'était un mort. Je ne pouvais pas l'appeler. Moumié, Moumié, Moumié. Je ne pouvais pas parce que j'ai vu qu'il est mort. Il ne vivait plus. Quand il est arrivé, il a dit on m'a empoisonné, le thallium a été mélangé à du Pernod, j'ai eu un goût qui était bizarre, je sais que c'est ça. Et à l'époque, on était très désarmés contre le thallium. Quand quelqu'un avait pris du thallium, c'était pratiquement impossible de le sauver, n'est-ce pas ? 3 novembre 1960, 19h10. Félix Moumié est mort. L'annonce de l'assassinat du leader de l'opposition camerounaise Félix Moumié fait le tour de la presse mondiale. Ses plus proches collaborateurs, les vice-présidents Ernest Ouandié et Joseph Kingé, arrivent à Genève. On savait qu'un grand homme venait de disparaître et que c'est un coup dur, n'est-ce pas, pour la résistance camerounaise. Lui n'est intéressé que par le combat pour le pouvoir. Il n'accepte aucune élection. Nous nous rendons au sud du Cameroun. Notre destination, la petite ville de Lolodorf, fondée alors que le Cameroun était encore une colonie allemande. C'est ici, en 1947, que Marthe et Félix Moumié se sont rencontrés. Marthe avait 16 ans et suivait une formation d'aide infirmière. Félix Moumié avait 21 ans. Il était médecin et dirigeait l'hôpital de Lolodorf. C'était son premier poste. Il y restera 5 ans. Moi, je ne m'attendais pas à me marier avec un docteur parce que j'aimais beaucoup la musique. Je me suis dit, je vais me marier d'un musicien. d'un musicien. Et ce n'était pas ça qui était prévu divinement. Alors qu'un médecin est arrivé, nous nous sommes mariés. Ce mariage était une entorse à la tradition. Et le père de Marthe y était opposé. Mon père était hostile à ce mariage. Le tribalisme, parce que certains de mes frères cousins m'ont dit que bon, il ne faut pas habiter chez un Bamoun parce que les Bamoun tuent et mangent les gens. Donc ils ont voulu que je l'abandonne. Mais Marthe ne quittera pas Moumié. Elle devient sa compagne de lutte politique, car Moumié est un féroce anticolonialiste. Il revendique l'indépendance du Cameroun.
Marthe l'accompagnera même quand les Français essaieront de le mettre à l'écart. En effet, dès 1954, Moumié est muté dans des provinces de plus en plus éloignées. Betaroya, Mora, Maroua. Il ne restera jamais plus de 6 mois au même endroit. Décembre 1954. Moumié est encore muté. Pour une fois, ce n'est plus dans un coin perdu de province, mais à Douala, ville portuaire et capitale économique du Cameroun. C'était une ville très sociable, Douala. Riche, sociable. Tout Camerounais aimait vivre dans Douala. Mais c'est devenu une ville vilaine, elle est sale maintenant. Marthe et Moumié s'installent ici, dans le quartier populaire de New Bell, un fief de son parti, l'UPC. C'est également ici que se trouve l'hôpital Lakintini. Il a travaillé ici, à l'hôpital Lakintini. Sa spécialité, c'était un chirurgien. Il a fait la chirurgie. Il était chirurgien. Et il a travaillé là, l'étage là, la dernière porte en haut. Il vient au bureau le matin. Et puis midi, il rentre à la maison. Et puis, bon, dans la soirée, il peut aller au quartier, parler de l'UPC. C'est-à-dire partager le temps entre le travail et la politique. Pour Moumié, Douala est le lieu de travail idéal. Mais cette situation ne va pas durer. Il y a eu la répression. Roland Pré est venu au Cameroun avec un programme. Finir l'UPC en 6 mois. La France, en effet, envoie un nouveau haut-commissaire, Roland Pré. Les colons européens applaudissent ce choix, car Roland Pré va aussitôt s'attaquer à sa mission, liquider le mouvement d'opposition UPC. Contrairement à aujourd'hui, l'UPC de l'époque était un parti très puissant. Sous la présidence de Moumié, il volait de succès en succès et était même devenu le plus grand parti du Cameroun. L'UPC comptait alors plus de 400 sections et chaque mois il s'en créait de nouvelles. Roland Pré a fait une conférence pour attaquer les UPCistes. Et Moumié a fait une contre-conférence pour démentir les choses que Roland Pré avait parlé. Tout le monde a couru pour aller à la conférence. Les militaires étaient là. Ils tiraient. Là, c'est le commencement des émeutes. Le meeting du 25 mai 1955 se termine dans un bain de sang. Dans le seul quartier de New Bell, on dénombrera plus de 1000 morts. Commence une véritable chasse à l'homme, d'abord à Douala, puis dans tout le Cameroun. Partout, Roland Pré fait emprisonner les UPCistes et les partisans de Moumié. Juillet 1955, l'UPC est interdite. Son fondateur, Oum Niobé, passe à la clandestinité. Le président Moumié s'enfuit à l'étranger. Le fleuve Mungo, à 1 heure de route à l'est de Douala. C'est ici que Moumié réussit à passer en exil. Sur l'autre rive commence le Cameroun anglophone, à l'époque une colonie britannique. Autres étapes de l'exil, l'Égypte et le Ghana. Finalement, le chef d'État de la Guinée, le socialiste Sékou Touré, le fait venir à Conakry. De là, Moumié combat avec succès la puissance coloniale française établie au Cameroun. L'ONU à New York. C'est ici qu'il obtient son plus grand succès politique. Une majorité le soutient et réclame l'indépendance du Cameroun. Mais au même moment débarque au Cameroun un nouveau haut-commissaire, Pierre Messmer. C'est une journée noire pour Moumié. En effet, Pierre Messmer réussit un coup de maître. Il transforme la plus grande victoire de Moumié en une défaite cinglante. Paris. Aujourd'hui, Pierre Messmer est secrétaire permanent de l'Institut de France, dont fait partie l'Académie française. L'ancien ministre de la Défense et Premier ministre se souvient de sa mission de haut-commissaire. J'ai tout de suite dit que la France acceptait l'indépendance du Cameroun et la réunification du Cameroun français avec le Cameroun britannique. Ce que personne n'avait osé dire avant, parce que ça ne faisait pas plaisir aux Anglais. J'étais le premier qui a osé le dire. Et alors, à partir de ce moment-là, l'UPC s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile, parce que c'était ses revendications. L'ONU salue l'initiative de Messmer, et la France obtient le mandat de préparer le Cameroun à l'indépendance. À partir de ce moment-là, l'UPC est obligé, ou bien de rentrer dans le système, si on peut dire, parce qu'il va y avoir des élections, ou bien alors,
comme il le décide, de rester dans la rébellion, mais à ce moment-là, ça prouve que ce n'est plus un parti indépendantiste, mais que c'est un parti révolutionnaire. L'indépendance et la réunification